Ce documentaire audio vous est proposé par Oiseau Bondissant, agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. C'est des valeurs qui étaient là avant, complètement. Donc oui, quelque part, il faut regarder dans le passé. Mais avec les modes de vie de maintenant, et c'est tout l'enjeu de la transition, quoi. C'est un changement. De toute façon, la transition, c'est pas un objectif, hein, c'est un processus. Donc il y a du changement, on va pas tout casser pour tout rebâtir, mais il y a quand même pas mal à changer, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut essayer de remplacer une agriculture de masse par une masse d'agriculteurs et du coup c'est dans ce sens là qu'aujourd'hui on essaye de créer des modèles de production qui soient plus viables. C'est aussi en recréant des filières plus courtes et locales qu'on va arriver aussi à rééquilibrer tout ça. Je ne connais pas de meilleure manière que de préserver le foncier agricole que d'y installer des exploitants agricoles professionnels qui feront carrière sur le long terme. Voilà. C'est à mon avis la meilleure façon de faire pour que le foncier agricole continue à avoir cette vocation-là. J'ai tendance à l'éco-anxiété, je me rends compte. Et des journées comme aujourd'hui me font beaucoup de bien parce que se rendre compte, aller rencontrer les gens, les initiatives et tous les acteurs qui vont vers une transition qui, à mon sens, va vers du mieux et du positif, ça redonne de l'énergie de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans son coin et qu'on est, on est très très nombreux à œuvrer dans le bon sens. Ces derniers temps, Charlotte et moi, on n'a pas pu s'empêcher de regarder les réseaux sociaux. On s'épargne la télé et surtout les chaînes d'infos, mais quoi qu'on fasse, on est assailli, complètement étouffé par les informations anxiogènes. C'est une forme d'angoisse qu'on est la première génération à expérimenter, la peur du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, la peur de la fin d'une agriculture prospère. Cette angoisse, elle a maintenant un nom, l'éco-anxiété, la peur de l'avenir. Vous nous connaissez, le fatalisme, garder une posture négative, ça nous ressemble pas. On a besoin d'avoir le son de cloche des acteurs de l'agriculture et de l'environnement sur le terrain, on peut pas se contenter des synthèses académiques. On a les constats globaux, météo et climatiques, mais ce dont on a besoin maintenant pour pas désespérer, pour se gonfler à bloc et agir, c'est d'aller rencontrer ceux qui s'activent pour notre futur, autrement qu'en construisant des fusées pour s'enfuir sur notre planète. Seulement, ces acteurs ne sont pas toujours des très bons communicants et peuvent être un peu difficiles à identifier lorsqu'on n'évolue pas dans notre milieu. C'est justement à cette problématique que Provence-Alpes Agglomération tente de répondre en créant des passerelles entre les acteurs de la transition agroécologique de son territoire. Le Forum de la Transition, c'est 6 jours, rythmés par une exposition, des tables rondes, des conférences, un forum sur la place publique, des rencontres musicales et des invités passionnants comme Denis Léron, Arthur Keller et Lena Felderhoff. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, je pense, qu'on a des richesses incroyables dans notre département et que la production agricole est quand même vraiment très variée et que finalement, alors tout le monde te dira, la crise en Ukraine nous rend compte qu'on n'est pas du tout autonome. J'ai bien retenu les chiffres, effectivement, Arthur Keller disait hier que dans les aires urbaines, du coup ça ne nous concerne pas, mais dans les grandes aires urbaines, il y a 2,2% d'autonomie alimentaire, quoi. Et en fait, nous, on se rend compte que nos paysages, tout ça, les gens sont nés avec, ont vécu avec, et se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment une richesse et c'est très très précieux, quoi. Donc, il faut le conserver. Et tout ça, il faut le faire avec les agriculteurs, quoi. Il faut le faire les agriculteurs et puis tous les gens qui les accompagnent, tous les gens qui peuvent les soutenir. Je pense aux restaurateurs, quoi. Hier, on avait le témoignage à la table ronde du Nusa Café à Digne. Ils se servent au marché, ils veulent valoriser au plus possible les productions qui sont d'ici. C'est ce genre de démarche aujourd'hui, il faut faire tous ensemble, quoi, vu l'urgence. La voix que vous venez d'entendre est celle de Mathilde Jiménez, qui avec Nicolas Morel est à l'origine de ce forum et dont la passion pour son territoire et l'optimisme communicatif ne nous ont laissé aucun doute sur notre réponse à son invitation à participer au forum, malgré la pluie qui nous a accompagnés toute la journée. Mathilde anime pour Provence-Alpes Agglomération ce que l'on appelle dans le jargon un PAT, un projet alimentaire territorial, c'est-à-dire qu'elle tente de fédérer les acteurs du territoire autour de la question de l'alimentation en les faisant se rencontrer et échanger. Ouais, c'est ce qui ressort le plus de ce forum de la transition, c'est qu'il y a un fort besoin d'un maillage territorial, vraiment un maillage territorial important, et puis surtout de beaucoup de collaboration entre les différents acteurs. Moi, en fait, dans le projet alimentaire territorial, on va dire territorial, c'est peut-être le mot qui parle le moins aux gens, et pour moi, c'est le plus important, quoi.
parce que chacun a son activité sur son territoire. Mais le but, c'est qu'on se regarde tous ensemble et le consommer local, en fait, a vraiment énormément de sens, quoi. Enfin, en fait, hier, dans les conférences, il y avait donc Arthur Keller qui parlait résilience et risques systémiques. Et après, il y avait Lena Felderhoff qui était là pour parler plus récit commun, imaginaire qu'on veut se créer. Et pour moi, c'est pas du tout un repli identitaire ou quoi que de se tourner vers son territoire, en fait. C'est juste un bien vivre ensemble. Enfin, l'individualisme, c'était le siècle d'avant, c'est la génération d'avant. Là, il faut vraiment qu'on se... Enfin, ça fait du bien, en fait, le lien social. Et un PAT, c'est ça aussi, c'est créer du lien. Vraiment, c'est créer du lien. Bah, c'est tout l'enjeu de la transition, quoi. De toute façon, la transition, c'est pas un objectif, hein, c'est un processus. Donc, il y a du changement. On va pas tout casser pour tout rebâtir. Mais ouais, il y a quand même pas mal à changer, quoi. Là, j'invente rien du tout, hein, mais je crois même qu'Arthur Keller l'a dit hier soir. Mais on n'est plus contre la nature, mais avec. Donc, faire tous ensemble. Faire tous ensemble, ça veut dire se rencontrer, collaborer et diffuser le savoir et les bonnes pratiques. Ces rencontres avec le public, c'est aussi l'occasion d'éduquer les citoyens en les faisant participer à des ateliers pour mettre la main à la pâte. C'est la spécialité d'Éléonore de Cuisine Nourricière qui cherche à remettre la protéine végétale au cœur de notre alimentation. Son entreprise est portée par la SCOP Mosaïque, une coopérative innovante qui permet à des jeunes porteurs de projets de se lancer dans l'agriculture et l'alimentation en diminuant leur prise de risque. Est-ce que tu penses que ces événements comme le forum, qui te permettent d'être en contact avec le public, sont importants pour à la fois ton activité et puis aussi pour diffuser ton message ? Ah bah complètement. C'est indispensable d'avoir des lieux comme ça, publics, ouverts, où on peut venir parler de ce qu'on fait et rendre visibles des choses qui des fois sont un peu invisibles, et surtout les agriculteurs, j'ai envie de dire, parce que pas grand monde va les voir dans leur ferme, les agriculteurs. Donc qu'ils aient des espaces où ils peuvent s'exprimer et venir présenter ce qu'ils font, c'est primordial, ouais. Et c'est quoi ton message, toi, autour de l'alimentation plutôt végétale ? Bah, l'idée, c'est d'essayer de consommer local, de saison, de préférence bio, et du coup, comme je disais, de consommer moins de viande, mais de meilleure qualité, enfin de viande et de produits animaux. Et donc de remettre les protéines végétales au centre de l'alimentation et de venir leur redonner une place un peu centrale et remettre la protéine animale à sa juste place et considérer ça comme un produit auquel il faut faire attention, en fait. Voilà. Et un produit exceptionnel, un produit de luxe, quoi, qui peut... Pas forcément exceptionnel. Du quotidien, quoi. Si, ça peut être du quotidien. Pas manger de la viande 2 fois par jour comme on a tendance à le faire, c'est sûr, essayer de réduire. Après, ça ne veut pas dire que ça doit devenir un produit de luxe ou exceptionnel, mais en tout cas un produit qui mérite le respect. Et donc il faut cuisiner avec attention, pas gaspiller, et essayer de payer peut-être un peu plus cher au juste prix et de consommer un peu moins souvent. En tout cas, au moins réduire un petit peu, commencer. Il faut faire doucement les transitions, sinon c'est trop violent et c'est pas productif. Et comment tu fais ou comment il faudrait qu'on fasse pour garder le moral dans cette ambiance médiatique super déprimante, l'éco-anxiété, ce genre de choses ? J'ai tendance à l'éco-anxiété, je me rends compte. Et des journées comme aujourd'hui me font beaucoup de bien, parce que se rendre compte, aller rencontrer les gens, les initiatives et tous les acteurs qui vont vers une transition qui, à mon sens, va vers du mieux et du positif et dans le bon sens. Ça redonne de l'énergie de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans son coin et on est très très nombreux à œuvrer dans le bon sens. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les gens autour de ces thématiques ? Je pense que c'est par l'exemple. Et par exemple, moi aujourd'hui, je ne suis pas venue livrer des plats. Je suis venue avec une partie des choses qui étaient préparées en amont, parce que la logistique faisait que ce n'était pas possible de tout préparer ici. Mais j'ai accueilli les gens sur mon stand en leur expliquant pourquoi, déjà. Je pense que c'est la première des choses. Si on dit aux gens qu'il faut faire comme ça, mais on ne leur dit pas pourquoi, ça n'a pas de sens et ça ne fonctionnera pas. Et après, je leur ai fait faire. On a fait ensemble. Et c'est eux qui ont participé à la mise en place et à la mise en œuvre du repas. Et je pense que voilà, l'explication du pourquoi des choses, et non pas que du comment, comme on a l'habitude de le faire, surtout en cuisine, et l'accompagnement par le faire, mettre la main à la pâte, je pense que c'est la meilleure des manières de s'approprier les choses. Mais c'est pour montrer qu'on peut finalement intégrer la protéine végétale à côté ou avec la protéine animale un peu partout,
et que c'est pas forcément l'éternel lentilles saucisse ou la purée de lentilles pas bonnes de la cantine. Ouais, tu démontres aussi que c'est pas l'éternelle lutte, opposition entre les gens qui veulent manger du végétal et les gens qui veulent manger de la viande. Non, surtout pas. Il faut surtout pas prendre les choses dans ce sens parce qu'on est sûr de braquer 90% des gens. Donc non. Et puis c'est pas le but de toute façon. C'est pas d'éradiquer la viande et surtout dans un territoire comme celui-là où on parle d'agriculture et d'élevage. L'élevage c'est primordial ici. C'est des territoires de montagne et donc il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut être fait à certains endroits. Et il est hors de question d'arrêter de manger de la viande et de dénigrer les agriculteurs qui font ça et qui font ça très bien. Donc par contre, arrêter d'acheter de la viande qui est fabriquée à l'autre bout de la planète dans des fermes-usines ou même en France dans des fermes-usines, ça, ouais, je suis plutôt pour. Mais continuer à manger de la protéine animale, c'est absolument pas un souci. Par contre, la remettre à sa juste place et ça peut très bien se marier. Et finalement, en fait, il y a, je sais pas, 100 ans, les gens ils mangeaient pas de la viande 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Un peu plus récemment qu'il y a 100 ans, après-guerre, la France expérimentait la folle aventure de l'agriculture industrielle et intensive, de la mécanisation et des fermes les plus grandes possibles. C'était le fameux remembrement des parcelles agricoles et la destruction des mosaïques d'écosystèmes agricoles. Parmi les acteurs de la reconstruction de nos territoires ruraux, la SAFER participe à la conservation des terres agricoles et à la préservation du foncier pour les nouvelles générations d'agriculteurs. Elle a pour mission d'acquérir du foncier agricole et forestier pour les revendre à des candidats voulant s'installer en agriculture ou s'agrandir, au prix du marché sans jouer le jeu de la spéculation foncière et en préservant ainsi la vocation agricole de ces terres. Le directeur départemental de la SAFER Alpes de Haute-Provence, Laurent Vinciguerra, nous parle de son point de vue. Parmi tous les acteurs que j'ai pu rencontrer lors de ce forum, il y a une thématique qui est beaucoup ressortie, c'est l'implantation, l'intégration des projets agricoles dans le territoire et que ça ne pouvait pas se faire sans une vraie intégration du projet avec l'ensemble des acteurs du territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important dans la sélection des candidats lors des appels à candidature ? Oui, alors c'est quelque chose d'important, mais quand j'entends votre question, en fait, la première réaction que j'ai, c'est surtout de dire que l'agriculture hors sol, ça n'existe pas. Et c'est sans doute le meilleur atout qu'a l'agriculture. Et à notre sens, l'agriculture, il ne faut pas perdre de vue que c'est une activité économique qui n'est pas délocalisable et qui est structurante pour des territoires, et notamment pour un territoire rural comme celui des Alpes de Haute-Provence. Donc effectivement, l'intégration dans tous les sens du terme des projets au sein des territoires est décisive pour leur pérennité, leur durabilité. Et c'est une des choses d'ailleurs qui nous semble une vraie valeur ajoutée quand l'installation se fait à travers une rétrocession SAFER, c'est que à travers la transparence de l'appel de candidature, à travers de la transparence de l'attribution du foncier via un comité technique départemental qui n'est rien d'autre qu'un parlement du foncier local, avec toutes les institutions représentées, bien, quel plus bel exemple d'intégration que d'être choisi à travers ce type de dispositif. Donc on a vu comment candidater, comment être sélectionné et réussir à obtenir du foncier grâce à la SAFER. Quel est son rôle pour aider les agriculteurs à cette organisation qu'est la SAFER ? La première aide, c'est que la SAFER a une excellente connaissance du territoire et une excellente connaissance du marché. Alors ça peut paraître manquer d'humilité, mais c'est une réalité. Notre entrée, notamment en SAFER PACA, c'est d'être extrêmement présent sur le territoire. Nous avons fait des efforts en matière de recrutement pour justement être nombreux sur le territoire. Donc cette connaissance du marché permet dans un premier lieu à des porteurs de projets d'être face à une offre de biens et de foncier la plus exhaustive possible. Et le deuxième volet, qui n'est pas le moins important, c'est d'être sûr aussi d'être en position d'acquérir du foncier au prix du marché, puisque notamment en région PACA, il faut être extrêmement attentif à cette question de prix qui, compte tenu de la faiblesse de l'offre et de la multitude des demandes, pourrait avoir tendance naturellement à augmenter. Et nous, SAFER, notre rôle de régulation sur le prix du foncier est décisif et on a une forte action en la matière.
Et un exploitant agricole, un jeune agriculteur qui vient s'installer en achetant du foncier à la SAFER, il peut avoir la certitude d'acheter du foncier au prix du marché. Donc ça, c'est aussi un point important en termes d'offres de services, j'allais dire, et de valeur ajoutée. Après, il y a évidemment tout l'accompagnement sur l'aspect acquisition, parce que acheter du foncier, c'est quelque chose qui peut paraître simple et pourtant qui, d'un point de vue technique, est éminemment compliqué, notamment du foncier agricole sur lequel on veut développer une activité professionnelle sur du très long terme. Donc c'est un rôle qu'on n'a peut-être pas assez mis en valeur de la SAFER, c'est vraiment garantir de garder des terrains agricoles qui ne soient pas soit changés de nature, soit qui ne soient pas sujets à la spéculation et que des grands propriétaires veuillent acheter un maximum de terres pour pouvoir les revendre à un prix maximal. Oui, alors votre question, elle aborde un premier point, c'est la question de la préservation de la destination agricole, du foncier agricole. Moi, j'ai l'habitude de répondre à cette question de cette manière-là. Je ne connais pas de meilleure manière que de préserver le foncier agricole que d'y installer des exploitants agricoles professionnels qui y feront carrière sur le long terme. Voilà. C'est à mon avis la meilleure façon de faire pour que le foncier agricole continue à avoir cette vocation-là. Et c'est la meilleure manière de le préserver. Après, votre question aborde un deuxième sujet, c'est l'accaparement du foncier par des exploitations déjà en place. Bien, effectivement, nous, notre rôle de régulation, il passe aussi par l'orientation du foncier vers les projets qui, si j'ose dire, en ont le plus besoin. L'ADN de la SAFER, c'est de partager la terre. De partager la terre, ça veut bien dire d'analyser de manière objective les candidatures et de cerner qui a le plus besoin de foncier et qui l'utilisera de la meilleure des façons. Oui, c'était du coup le lien vers ma question suivante, qui est qu'on a besoin de plus en plus de petits exploitants très diversifiés sur le territoire qui répondent bien sûr à une demande qui est locale et de moins en moins de très grosses exploitations. Alors, est-ce que la SAFER, elle assume ce rôle justement de favoriser des petites exploitations à l'échelle locale ? J'allais dire j'espère. En tout cas, c'est clairement notre raison d'être, hein, dans cet esprit de partager le foncier et d'analyser qui en a le plus besoin, évidemment. Le critère de la taille des exploitations candidates, le critère du jeune qui s'installe et qui n'a pas de foncier familial est un aspect décisif dans le choix. Et vous l'imaginez bien, dans pareille situation, dans pareil cas de concurrence, à partir du moment où on a des projets d'installation agricole qui sont viables, très naturellement, les comités techniques se tournent vers la plus petite exploitation. Et ça s'inscrit pleinement dans le modèle agricole tel qu'on le souhaite en France depuis plusieurs générations. C'est le modèle de l'exploitation familiale au détriment de l'agrandissement de grosses structures ou de firmes agricoles comme parfois certains les qualifient. Après, la nouveauté peut-être qu'il est excessivement important de prendre en compte, c'est le fait aussi de se tourner, et c'est pas sur un territoire comme P2A qui vient de mettre en place un programme alimentaire territorial qui me contredira, mais c'est le fait de se tourner aussi vers des petites exploitations agricoles qui vont être orientées vers des productions alimentaires, vivrières, et sur un écoulement local, plus que jamais aujourd'hui. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en avant dans notre programme pluriannuel d'activités à venir. Plus que jamais aujourd'hui, la question de la résilience alimentaire des territoires est d'actualité. Et à mon sens, à notre sens, c'est aussi une thématique qui touche à la transition. Après-guerre, on a vécu un bouleversement agricole qui s'appelait le remembrement, qui a consisté à passer de plein de petites parcelles qui étaient souvent entourées de haies et qui étaient des cultures différentes à essayer d'avoir une plus grande continuité sur les champs pour avoir des champs de plus grande taille, pour mécaniser plus facilement. Aujourd'hui, on a tendance à montrer que c'est un petit peu une catastrophe écologique, c'est une catastrophe aussi pour la perte des sols due aux monocultures, à une surutilisation du labour, ce genre de choses. Hier, dans sa conférence, Arthur Keller parlait de pourquoi pas essayer de parler politiquement, de recréer ces écosystèmes, ces systèmes agroécologiques qui fonctionnaient peut-être mieux. Est-ce que c'est une tendance qui se dégage dans votre travail ? Oui, absolument. Alors,
vous relatiez les grandes idées et ce qui était les réflexions en matière d'agriculture, d'agronomie, d'intensification de la production de l'après-guerre. Il faut remettre ça dans un contexte où on courait après quoi après-guerre, hein. On courait à l'autosuffisance alimentaire en France. Hein. Donc il a fallu intensifier les pratiques. Et aujourd'hui, clairement, on voit que les politiques publiques changent. Hein. La demande sociétale, elle évolue aussi. Ça, c'est peut-être aussi une nouveauté. Hein. La société a de plus en plus son mot à dire sur ces sujets-là. Et clairement, on voit une tendance à un retour à une moindre intensification au sens large du terme, et avec la prise en compte aussi, et c'est bien ça la transition agroécologique, hein, une prise en compte des enjeux environnementaux et quelque part aussi des enjeux sociétaux et sociaux dans la question de la production agricole. Et pour être constructif, comment on fait pour mobiliser les gens, pour les intéresser à ces sujets de la transition ? On les réunit, on organise des forums, on les fait se rencontrer. On a trop tendance à cloisonner les milieux. Les collectivités ont un rôle à jouer, notamment dans les territoires ruraux. Voilà, et je trouve que aujourd'hui, ce forum-là, même s'il est sous la pluie, il réunit des gens qui ont pas forcément toujours tendance à se parler. On décloisonne et voilà, on fait preuve de pédagogie, on explique, on répète sans cesse. Et voilà, moi je pense qu'il faut qu'on soit positif en ce sens-là. Donc il faut communiquer et se rencontrer. Exactement, communiquer et se rencontrer, c'est une belle conclusion. Lorsque l'on parle de territoire, on ne peut pas oublier les agriculteurs et le rôle fondamental des paysans dans l'équilibre agroécologique et l'alimentation. En 2020, le département des Alpes de Haute-Provence compte 560 fermes en agriculture biologique. Ça représente presque 30% des surfaces agricoles du département, ce qui fait des Alpes de Haute-Provence l'un des plus bio de France. Dans ce contexte favorable, l'association Agribio 04 se donne pour mission de soutenir techniquement les agriculteurs bio ou en conversion et de raccourcir le plus possible les chaînes d'approvisionnement entre le producteur, le transformateur et le consommateur tout en innovant dans les pratiques agronomiques. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture biologique, le consommateur, le citoyen, il a l'habitude, il comprend plus ou moins les enjeux, ça paraît être une évidence. Mais pourquoi est-ce que vous poussez les agriculteurs à passer en bio ? Alors aujourd'hui, être en agriculture biologique, c'est plus qu'un simple label, c'est aussi un engagement et une volonté de sortir de cette dépendance aux intrants. Donc que ce soit tout ce qui est pesticides, herbicides, mais aussi les engrais. Donc aujourd'hui, c'est comment on va par exemple intégrer des légumineuses dans les systèmes de culture en association ou en pur pour par exemple sortir de la dépendance aux engrais azotés. Enfin, vu de l'extérieur, les consommateurs doivent se dire mais tous les agriculteurs devraient être en bio. Mais c'est quoi les difficultés pour passer en bio justement ? Est-ce que c'est une difficulté technique ? Est-ce que c'est une barrière de mentalité ? Est-ce que le marché n'est pas présent partout ? C'est vrai que passer en bio, il peut y avoir différents freins. Donc déjà, il peut y avoir la taille des exploitations qui anciennement ont été poussées à l'agrandissement. Qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de passer en bio quand on est sur un système hyper intensif et très dépendant des produits phytosanitaires, notamment les désherbants qui permettent d'économiser un temps important au champ, quoi. Donc c'est vrai que nous, le travail d'Agribio, c'est aussi d'expérimenter des systèmes qui sont viables pour pouvoir après à terme les diffuser au plus grand nombre d'agriculteurs. Et c'est aussi le travail qu'on fait sur la structuration de filières, c'est arriver à monter des filières qui sont viables à la fois sur le plan technique mais aussi économique, et après à les développer sur l'ensemble de la région en ayant des références pour prouver que ces systèmes marchent et sont viables. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi un frein à l'agriculture biologique qui pour le consommateur peut être le prix. Donc nous, ce qu'on essaye de travailler, c'est d'arriver à développer des filières qui sont le plus directes possible, en essayant d'avoir le moins d'intermédiaires, et ce qui permet en fait de répartir plus équitablement la valeur ajoutée entre tous les maillons. Donc ça permet d'avoir un prix qui serait plus intéressant pour le consommateur, mais aussi un prix de rémunération pour les agriculteurs qui leur permettrait une meilleure viabilité économique.
Une des problématiques sur les filières longues en bio, c'est qu'aujourd'hui, le label bio, il est, on va dire, mondial, mais les cahiers des charges sont différents entre tous les pays. Donc là, il y a la FNAB, qui est la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui est en train de mettre en place un label bio plus évolué, en fait, qui intègre davantage le côté aussi social dans la bio. Donc en essayant justement de promouvoir la bio française, et en intégrant aussi tout ce qui est temps de travail et tous les critères un peu sociaux pour les agriculteurs derrière, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement auprès des consommateurs ou des agriculteurs qui est de dire je préfère consommer local plutôt que de consommer du bio qui vient de l'autre bout du monde. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, consommer du bio qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a pas forcément d'intérêt, surtout quand on voit que les cahiers des charges sont très différents d'un pays à l'autre. Et donc ce label FNAB, il a pour objectif vraiment de promouvoir la bio française avec un cahier des charges qui est beaucoup plus strict et rigoureux que la bio, on va dire, plus générale, européenne ou mondiale, quoi. Oui, et puis le consommateur, il peut avoir la satisfaction aussi de soutenir une agriculture locale qui fait travailler les gens de façon humaine et durable et qui a un moindre impact sur l'environnement. Enfin, aujourd'hui, il faut arriver à la fois à inciter des agriculteurs à s'installer, mais aussi à créer des modèles viables pour que des salariés ou des associés aussi aient la volonté de rejoindre l'agriculture biologique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de remplacer une agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on essaye de créer des modèles de production qui soient plus viables. Mais aujourd'hui, du coup, c'est arrivé aussi à changer tout le système parce que quand on sait qu'aujourd'hui, dans les productions agricoles, il y a à peu près un tiers mondialement qui est gaspillé, c'est aussi en recréant des filières plus courtes et locales qu'on va arriver aussi à rééquilibrer tout ça. Et tu parles de filière, donc c'est un mot super important quand on parle de valorisation des productions agricoles. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la filière houblon pour les microbrasseries, mais il y a une autre filière qui est très intéressante sur laquelle vous travaillez, c'est les céréales anciennes ou aussi appelées les céréales paysannes. Ouais, donc AgriBio 04, on anime une filière là qui s'appelle blé paysan bio. L'idée, c'est de valoriser des variétés anciennes de blé. Du grain au pain, donc c'est-à-dire qu'on travaille pas uniquement avec des agriculteurs mais aussi avec des meuniers et des boulangers. Et donc là l'idée ça va être de valoriser ces variétés anciennes parce qu'en fait on sait que sur des bonnes années, donc une bonne année climatique où il y aura quand même des précipitations, ces variétés anciennes en fait elles ont un rendement qui est plus faible que des variétés modernes. Par contre sur des années extrêmes comme on a pu avoir cette année climatiquement, c'est vrai que ces variétés anciennes, elles ont dépassé en rendement les variétés modernes. Donc c'est hyper prometteur dans un contexte où le dérèglement climatique est de plus en plus présent et que des années qui étaient censées être exceptionnelles comme cette année vont être de plus en plus récurrentes. Donc là, ça a tout son sens. Et donc l'idée aussi de cette filière, c'est de valoriser des circuits courts et en répartissant équitablement la valeur ajoutée entre tous les maillons de la filière pour arriver justement à inciter les agriculteurs à rester dans cette filière en ayant une rémunération qui est suffisante pour eux, tout en ayant un prix qui soit abordable à la fin pour le consommateur, pour aussi encourager tout le monde à rejoindre cette démarche, quoi. Et on change complètement de logique commerciale, c'est-à-dire qu'on essaie de produire une quantité suffisante mais très qualitative et la vendre en direct, plutôt que d'avoir les plus grands champs possibles avec le plus fort rendement possible et vendre à bas coût, à bas prix sur les marchés internationaux. Ouais, c'est vrai que l'agriculture du milieu du XXe siècle en fait a quand même poussé à l'agrandissement toutes les exploitations agricoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des mastodontes que aucun jeune ne souhaiterait reprendre. Déjà parce qu'il y a un coût au moment de la reprise. Donc nous, c'est aussi arriver à créer et à montrer qu'il existe des modèles viables sur des exploitations à taille humaine. Donc sur des grandes cultures, ça peut être du 50 hectares. Donc c'est quand même conséquent, mais par rapport à la moyenne nationale, ça reste très faible. Et en valorisant tous ces circuits courts, le local et une revalorisation économique en faisant des filières vraiment territoriales, c'est là qu'on arrive à créer des systèmes qui soient viables pour les agriculteurs, quoi.
Et donc en fait ces variétés anciennes, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'irrigation ou de fertilisation. Elles sont adaptées au contexte pédoclimatique et avec la ressource qu'il y a dans le sol, elles arrivent à s'en sortir. Donc c'est vrai que nous cette année sur les variétés anciennes on a dépassé les rendements des variétés modernes parce que ça montre qu'elles sont hyper résilientes et adaptées au contexte de la région PACA, quoi. C'est des variétés qui sont très adaptées au territoire local, aux conditions locales, et qui, dans une bonne année, vont faire des rendements qui sont beaucoup moins bons que des variétés très sélectionnées actuelles, d'agriculture conventionnelle ou même d'agriculture bio avec des variétés très sélectionnées, mais qui, dans les conditions qu'on va vivre de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est-à-dire des événements climatiques extrêmes ou ce qui était considéré jusqu'à maintenant comme des mauvaises années qui risquent de se répéter, ils seront beaucoup plus productifs dans la durée, quoi. Ouais, donc c'est vrai que avec ce contexte de dérèglement climatique, on peut se poser la question de qu'est-ce que vont devenir ces variétés modernes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la sélection et les avancées agronomiques ne vont pas assez vite par rapport au réchauffement climatique, quoi. Et il faut arrêter de parler de réchauffement climatique, mais c'est bien un dérèglement climatique. Et c'est vrai que sur ces variétés anciennes, donc on a des rendements qui sont plus faibles, mais par contre qui sont constants malgré les aléas climatiques. Donc c'est hyper prometteur pour l'avenir d'avoir quand même des variétés qui sont stables et qui s'adaptent au contexte de la région, quoi. Donc ça c'est aussi c'est une démarche globale, ça passe pas uniquement par les agriculteurs, mais ça passe aussi par toute la chaîne des filières. Donc c'est aussi arriver donc à la fois à changer les circuits de distribution, les habitudes des consommateurs et bien entendu les pratiques des agriculteurs au champ. Voilà, quoi. Et tu dirais qu'en fait la réponse est expérimenter et s'adapter pour garder le moral? Ouais, c'est ça. Nous, en tout cas, c'est notre force et notre motivation d'avancer, c'est expérimenter et arriver à savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et tant qu'on l'a pas essayé, on pourra pas savoir. Donc voilà, cette thématique de faire des essais chez les agriculteurs, elle est hyper importante et intéressante pour nous, en tout cas. Voilà, quoi. Et c'est redonner un petit peu un rôle prépondérant à l'agriculteur qui lui-même va faire des tests, bien sûr accompagné par l'association, par des organismes, mais lui-même va faire des tests et il n'est plus en position d'attente de donnez-moi la bonne variété avec le bon pesticide pour que ça fonctionne cette année-là, quoi. Ouais, nous on a aussi, on va dire, la chance à Agribio et sur l'ensemble des producteurs du réseau de PACA, des agriculteurs qui sont hyper motivés et aussi hyper engagés pour cette transition. Et donc de eux-mêmes en fait ils réalisent des essais, donc aussi une de notre valeur ajoutée à Agribio c'est aussi de les accompagner dans justement le suivi de ces parcelles et à obtenir des références on va dire agronomiques en fait pour ensuite après porter la parole auprès des autres agriculteurs et diffuser ce qui marche ou alors aussi parler de ce qui marche pas, quoi. Enfin, la veille du forum, on a assisté à la conférence de Arthur Keller et Lena Felderhoff, qui ont tous deux soulevé un point qui me paraît essentiel. Quand on parle de transition agroécologique, on fait peser un poids énorme sur les jeunes générations. Pourtant, la logique voudrait que ce soit les générations aujourd'hui bien installées, stables financièrement et socialement, qui devraient être les plus impliquées et pas les jeunes qui ont déjà toute une vie à construire. Cette jeunesse sur qui on compte tant est encore en bonne partie sur les bancs de l'école. Et ça tombe bien, pour la première fois grâce au forum, j'ai pu rencontrer un enseignant de lycée agricole qui m'a si bien vendu son établissement que j'aurais rêvé d'y étudier. Frédéric est enseignant au lycée Carme-Jeanne et partage notre vision positive de l'avenir. Hier, pendant la conférence d'Arthur Keller, on a abordé un sujet qui était, on met beaucoup de poids sur les épaules des jeunes générations. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez auprès de vos élèves? Est-ce qu'il y a un stress ou est-ce que justement vous-même vous leur mettez le poids de il faut changer le système et c'est sur vous que ça repose? Si on fait référence à l'éco-anxiété, elle n'est pas forcément très présente dans les lycées agricoles puisque en fait ils sont sur des aspects pratiques. En fait, ils inventent des solutions qui peuvent marcher ou parfois qui peuvent ne pas marcher. Et en tout cas, ils se renouvellent. Et comme ils sont dans l'invention, en fait, ils n'ont pas forcément cette éco-anxiété. En tout cas, moi, je le perçois pas de cette manière-là, quoi.
Il y a une espèce de mouvance, d'envie d'innover et de s'adapter en fait déjà chez les jeunes, déjà au lycée. Oui, ils sont plutôt dans la recherche de solutions, au moins à l'échelle individuelle. C'est pour changer en fait peut-être le système global. En fait, ils sont plutôt dans des solutions individuelles et locales qu'ils vont expérimenter, et donc ils ont le sentiment d'apporter en fait leur contribution en fait à ce changement. Est-ce que vous pouvez faire le lien pour comment rester positif justement ? Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je concevais mon métier d'enseignant. En fait, il faut faire confiance à ces jeunes générations. Penser également que nous peut-être, nous n'avons pas forcément toutes les solutions à leur proposer, et que c'est peut-être eux, en fait, qui vont les inventer. Et le métier d'agriculteur va évoluer aussi parce que eux vont le faire évoluer. Ce que je retiens de cet événement, c'est que les territoires ruraux sont extrêmement dynamiques, que les acteurs de terrain sont prêts à s'adapter, et surtout que le désespoir n'est pas une option. Les maîtres mots, collaboration et communication. Je terminerai sur les propos de Léna Felderhoff. Nous nous émanciperons de ces destins tout tracés de manière collective. Merci à Provençal Paglo de nous avoir invités, et au plaisir de se revoir pour le Forum 2023 encore plus cool. Et voilà, cet épisode hors série un petit peu spécial de Poids Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et puis encore bravo. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau format qu'on a fait avec Charlotte. Tous les deux, on a interviewé le média itinérant Les Joies Sauvages, donc c'est un épisode à 4 intervenants. C'était super, et on a hâte de le publier. En attendant, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter qu'on envoie une fois tous les mois pour vous tenir au courant de nos futurs reportages YouTube et de nos activités. Si vous voulez nous faire plaisir et nous récompenser pour notre travail, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et surtout, partagez le podcast et nos reportages YouTube sur les réseaux en nous taguant @oiseau.bondissant pour nous soutenir et diffuser notre travail. Merci beaucoup, à bientôt.